va parler de santé mentale avec quelqu'un qui est déjà sur scène et qui a monté un institut qui est vraiment très pertinent sur ces sujets-là, l'Institut Filiosa, qui accompagne les professionnels et les particuliers pour mieux comprendre et réguler les émotions. On en parlait hier, hein, Mathilde et Emmanuel, avec Mathieu Langlois qui était là, du RAID, qui est anesthésiste, réanimateur. Mieux comprendre et réguler les émotions, mais aussi développer des relations plus justes et renforcer les compétences psychosociales avec l'Institut que vous dirigez, que vous avez fondé, Isabelle. Comment? Des formations certifiantes, des conférences et des stages de développement personnel. Donc je vous invite ensuite à aller voir Isabelle, pour aussi aller la voir juste après sa conférence, puisqu'elle va dédicacer son livre sur le coup des 14h10. Le stand, il est là-bas, c'est P83, à côté du stand librairie. Santé mentale, la sécurité relationnelle, une nécessité dans l'entreprise d'aujourd'hui. Merci d'accueillir celle qui est psychothérapeute, auteure, conférencière et formatrice, Isabelle Filiosa. Merci Isabelle d'être là. Merci. Bonjour, merci d'être si nombreux à vous préoccuper de la santé mentale. C'est vrai que ce mot santé mentale, il a longtemps fait un petit peu peur. On se demande un peu ce que c'est. Ça fait penser aux hôpitaux psychiatriques, aux fous. Et du coup, globalement, on évite d'y s'y intéresser. La santé mentale, en fait, c'est tout simplement comment être heureux avec soi-même et avec les autres. Une bonne santé mentale, c'est quand on est heureux avec soi-même et avec les autres. Donc, ça fait partie de votre job, de notre métier à tous, de comment aider tout un chacun à être plus heureux, parce que quand on est plus heureux, on est aussi plus efficace, plus performant et on se sent davantage appartenir à une entreprise. Santé mentale, on l'oppose encore, surtout dans nos esprits, à la santé physique. Il y a d'un côté la santé physique, ça c'est objectivable, on voit le cœur, le foie, voilà, il y a de l'imagerie. Malheureusement, en psychologie, il n'y avait pas d'imagerie jusque récemment et du coup, on était dans des conjectures sur ce qui se passe. On observait des comportements et on essayait de deviner, on faisait des hypothèses sur ce qui se passait. Donc, la santé mentale a une histoire un petit peu étrange. En tout cas, elle semble moins scientifique, et elle l'était, il faut le dire, que la santé physique. À l'heure d'aujourd'hui, la santé physique et la santé mentale, en fait, c'est la même. On parle de One Health, une seule santé, la santé globale. Parce que on sait aujourd'hui combien notre santé mentale, elle peut être influencée par des trucs très physiques. Lorsque on ne sort pas suffisamment à l'extérieur, lorsqu'on n'est pas en contact avec la nature, lorsqu'on ne bouge pas, lorsqu'on n'a pas assez de mouvement, quand on mange un petit peu trop d'aliments hautement transformés, eh bien, on risque de glisser vers l'anxiété. Ça fait surgir de l'anxiété dans notre cerveau. L'inflammation cérébrale liée à notre mode de vie peut générer de l'anxiété ou de la dépression. Et parfois, pour soigner une dépression, eh bien, on n'a pas forcément besoin de médicaments, mais juste de modifier son alimentation, d'aller un petit peu plus dehors, de rebouger. Le simple mouvement, faire de l'exercice physique, va être aussi efficace que des anxiolytiques. Donc, c'est vraiment de plus en plus, les frontières entre le physique et le mental vont s'effacer. D'ailleurs, si on cherche qu'est-ce qui est à l'origine d'une maladie, on peut se souvenir qu'il y a un médecin, il y a un petit paquet d'années maintenant, qui s'est demandé pendant ses études, il regardait les gens malades et il se disait quand même, il y a un truc, on dirait que tous les gens malades ont un point commun. J'aimerais bien trouver ce point commun. À l'époque, tout le monde a rigolé, mais il a quand même fait sa thèse là-dessus. Il a cherché le point commun entre toutes les maladies et il a dit, en fait, tous ces gens, ils ont l'air malades. C'est ça leur point commun. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Et donc, il a cherché, il a analysé, il a regardé et il a testé et il a découvert que, en fait, toutes les maladies s'inscrivaient sur une tentative d'adaptation. Notre corps cherche à s'adapter
aux situations. En permanence, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations et donc nous avons à nous y adapter. Quelquefois, il y a des réactions un petit peu trop fortes d'adaptation. Parfois, on ne parvient pas à s'adapter, parfois on s'épuise. Il a appelé ça le syndrome général d'adaptation. Et c'est ce qui est commun à toutes les maladies. Les maladies de l'alarme, les allergies, sont des maladies qui sont liées justement à ce premier moment du syndrome général d'adaptation qui est l'alarme dans l'organisme. Ensuite, donc il y a l'asthme, des choses comme ça aussi. Ensuite, il y a le plateau où on s'est adapté mais on est en tension. Et là, il va y avoir un certain nombre d'autres maladies. Et ensuite, les maladies de l'épuisement qui vont davantage être là, donc des maladies comme plus dégénératives, des cancers, etc. Et bien sûr, les dépressions, l'angoisse, les anxiétés, tout cela aussi est sur ce schéma. Cet homme, il s'appelait Hans Selye et au bout d'un moment, syndrome général d'adaptation, c'était un peu lourdingue comme terme. Et ils se sont dit, qu'est-ce que je peux trouver comme terme intéressant? Et donc, en 1956, il a produit le terme stress. Tout le monde a rigolé en disant que ça n'avait aucun intérêt et que ce mot n'aurait aucun succès. On peut voir combien, aujourd'hui, il est connu. Je crois qu'on prononce ce mot presque tous, au moins une fois par jour, mais souvent en ayant perdu l'origine du mot. L'origine du mot, c'est... Pourquoi il a choisi ce mot-là? C'est que le stress, c'était un terme qui était utilisé dans le bâtiment pour parler de l'effet de la contrainte sur une poutrelle d'acier. Et donc, il s'est dit, finalement, c'est un petit peu ça. C'est l'effet des contraintes de l'environnement sur notre organisme. Et du coup, c'est l'effet, le stress, c'est l'effet dans mon organisme de ces contraintes externes. Le stress va nous permettre de comprendre. Si on analyse le stress, on va peut-être comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et comment ça impacte la santé physique et psychique. Comme aujourd'hui, on parle de santé mentale, je vais rester sur le côté plus mental. Qu'est-ce qui nous stresse? Bon, le stress, déjà, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme. Donc, on ne peut pas ne pas vivre de stress. Le stress, il peut être positif, il peut être émulation. Le stress, c'est juste, quelque chose est là, j'ai besoin de m'y adapter, donc mon corps réagit. Mon corps, c'est-à-dire des hormones, tout l'axe, le nerf vague, mon système nerveux réagit pour s'adapter aux situations. Lorsqu'il y a une menace dans l'environnement, je vais réagir soit par l'attaque, le combat, soit par la fuite. Ça, ce sont les deux premières réactions d'alarme. Ces réactions d'alarme, eh bien, s'il y a un danger, j'ai besoin d'avoir de l'énergie dans mes jambes, dans mes bras, j'ai besoin d'avoir de l'énergie dans le cerveau, de penser très vite. Donc, tout mon corps se met en alarme. Alors, cette réaction, elle était super adaptée quand il y avait des tigres qui nous sautaient dessus il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on déclenche l'alarme dans toutes sortes de situations. Voilà, on se retrouve sur scène avec des gens qui nous regardent et on se dit « Ah, papa !» et ça commence, et on fait toute cette réaction d'alarme, on n'a qu'une envie, c'est de fuir, ou bien on va se montrer attaquant. Bref, trop souvent, dans l'entreprise, dans la famille, on va réagir par de l'alarme alors qu'il n'y a pas de réel danger. Ensuite, quand on ne peut ni attaquer ni fuir, on se fige. Cette immobilisation va être associée avec une déconnexion à l'intérieur lorsque on ne peut pas réagir en fait. Je ne peux ni aller vers ni fuir, alors je reste au milieu, au centre, et là je reste donc figé, dissocié. Et une autre réaction est maintenant étudiée, la réaction de soumission. Lorsque nous sommes face à une situation trop stressante, trop difficile, qui dépasse nos capacités, eh bien nous avons tendance à être gentils. On fait le fawn, comme disent les Américains, fawn response, suradaptation. Je me mets au service de l'autre. Des réactions dans votre public, vous avez des réactions de stress, de combat, de contrôle des autres, de fuite, d'évitement, des réactions aussi de soumission
excessive. Vous en rencontrez tous les jours dans votre profession. Et ce sont déjà des indices de problématiques dans la santé mentale. Tous les humains ont un premier besoin. Ce qui nous stresse, c'est donc une menace. Alors, il y a le stress positif, mais celui-là, je ne vais pas en parler, j'ai peu de temps. On va se concentrer sur le stress menace. Qu'est-ce qui menace un humain? C'est alors, une violence, bien sûr, une grosse violence. Ce peut être aussi une répétition de toutes petites violences, comme par exemple dans le harcèlement, où là, c'est des petites choses à chaque fois, mais c'est tellement souvent et répétitif que ça finit par dépasser mes capacités. Je ne peux plus m'adapter à ça, je ne peux plus le gérer, et du coup, je vais me figer intérieurement et ne pas pouvoir réagir, me dissocier à l'intérieur. Et... je suis perdue. Ah oui. Donc, il y a aussi les traumas en creux. Je parle de trauma, je n'ai pas encore introduit le mot. C'est que le stress, c'est positif lorsque c'est lié à des événements positifs. Quand ça dépasse nos capacités de régulation, on appelle ça du stress toxique. Et le stress toxique, c'est un mot équivalent au mot de trauma. Le trauma, c'est l'effet à l'intérieur de mon corps d'une violence externe. Je ne sais pas m'adapter, c'est lorsque mon organisme est dépassé par mes capacités sont dépassées et donc ça crée du trauma à l'intérieur de moi. Ce trauma va me mettre dans une situation où je vais être soit hyper réactif, soit contrôlant d'autrui, soit je vais aller dans des réactions d'abus d'autrui, soit je vais m'enfermer dans des addictions. Bref, ça va mener à toutes sortes de comportements problématiques. On peut, sans s'avancer énormément, dire que la majeure partie des problèmes de santé mentale sont liés au stress toxique, c'est-à-dire au trauma. Lorsque vous... Ah oui, donc j'en étais au premier besoin relationnel. Je reprends. Le trauma, c'est lorsque vous avez donc soit une grande violence qui vous impacte, soit une succession de petites violences, soit vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin. Et ça, le trauma en creux, on n'en parle pas suffisamment et on ne le mesure pas suffisamment dans notre société. Juste une expérience a été menée sur des gens. On met une personne face à sur un truc vidéo, un jeu vidéo. Il y a 2 petits personnages et on joue à 3. Donc ça s'appelle le cyberball. Donc c'est un petit jeu de balles et hop, 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 on joue à 3. J'ai ma petite manette. À un moment, les 2 se mettent à jouer tout seuls et l'expérimentateur dit « Ah, attendez, excusez-nous, il y a eu un bug. » Hop, et ça repart. Et donc, les 2 petits bonhommes se remettent à jouer et on joue à 3. Et puis, là, l'expérience vraiment commence. Tout le reste, c'était comment on installe les choses. Et les 2 bonhommes se mettent à jouer tout seuls. Ils m'excluent donc. C'est un jeu vidéo qui m'exclut. Eh bien, lorsque un jeu vidéo nous exclut, au bout de 2 minutes où les petits avatars ne nous envoient plus la balle, on commence à se sentir mal. Au bout de 5 à 7 minutes, on perd confiance en soi. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste une impression, c'est mesuré par les expérimentateurs avec toute une batterie de tests. Et en 7 à 10 minutes, nous perdons des capacités logiques. C'est-à-dire qu'il suffit de 7 à 10 minutes d'exclusion par des petits avatars d'un jeu vidéo dont on sait que ça peut bugger pour que nous perdions des capacités. Mesurons à quel point la relation sociale est nécessaire. La sécurité relationnelle, ce sont les signaux de sécurité que nous envoient les autres. Et nous avons absolument besoin d'interaction avec autrui. C'est pour ça que être fichu au placard, que plus personne ne vous parle, c'est une violence extrême. C'est parmi les choses les plus difficiles à vivre pour un humain, c'est d'être exclu de la communication et que la personne à laquelle je m'adresse ne me répond pas. Notre cerveau
réagit par anticipation. Avant, on pensait qu'il y avait une menace et nous voyons la menace et du coup, on déclenche la peur. Maintenant, on sait que ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que notre cerveau anticipe. Il est construit pour être anxieux de base. Le petit nourrisson arrive, anxieux de base, il cherche des signaux de sécurité. C'est quand il voit le signal de sécurité qu'il s'apaise. Avant, on pensait qu'on était en sécurité de base et s'il y avait un danger, on avait peur. Maintenant, on sait, on a peur de base et c'est seulement s'il y a un signal de sécurité qu'on est tranquillisé. D'où l'importance phénoménale de la sécurité relationnelle, puisque nous n'existons pas si nous n'existons pas pour les autres. Nous avons fondamentalement besoin de recevoir ces signaux de sécurité de la part les uns des autres. Qui travaille ? Qui sont les salariés dans votre entreprise ? Les études montrent que 80% des personnes ont subi, dans tous les pays du monde, ont subi au moins un événement traumatique dans l'enfance. Une personne sur 8 en a subi plus de 4. On sait qu'il y a un enfant par classe qui a subi l'inceste. Mais un enfant par classe à l'école, ça veut dire aussi un enfant, une personne, un adulte, un salarié sur 10 dans l'entreprise. 1 sur 5 a subi des violences sexuelles et il y a toutes les autres violences. Donc, nous pouvons faire l'hypothèse que la plupart des salariés ont vécu des événements traumatiques qui les activent, qui les animent d'une manière ou d'une autre. Le trauma, eh bien, ça va impacter de différentes manières le psychisme et chacun réagit en fonction de ce qu'il a subi différemment. Mais globalement, il y a les mémoires traumatiques, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé est resté comme ça, enquisté à l'intérieur de moi. Et il suffit qu'un patron, un collègue dise un truc de travers ou même qu'on me demande un dossier, il y a un mot qui fait tilt. En tout cas, il y a un déclencheur et tout d'un coup, paf, toute ma mémoire traumatique ressort. Chaque fois que vous avez un salarié, que vous rencontrez une personne qui a des réactions excessives, pensez trauma. Ça n'est pas une mauvaise personne, ça n'est pas quelqu'un qui se comporte mal. On ne va pas se mettre dans le jugement, mais plutôt changer nos yeux et plutôt qu'est-ce qu'il a celui-là ? On va se dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est avec ce regard-là qu'on peut enfin changer les choses. La mémoire traumatique peut sortir et donc ça va souvent donner des comportements disproportionnés. Parfois, eh bien, c'est plutôt juste de la dissociation. Vous avez des gens qui ne sentent plus. En fait, lorsqu'on est traumatisé, il y a un petit disjoncteur dans notre cerveau qui produit des substances anesthésiantes. Et donc, réellement, nous ne sentons plus ce qui se passe dans notre corps. C'est pour ça qu'on peut dire « Oh, une gifle, ça ne m'a pas fait mal. C'est pas grave, ça me fait pas mal. » Bien sûr, ça fait pas mal, puisque ça a déclenché ce processus dans le cerveau qui fait qu'on s'est anesthésié. Sauf que ça n'a pas anesthésié que nos sens sur le moment. Et de manière générale, nous pouvons être anesthésiés de toutes sortes de choses, et notamment de notre capacité d'empathie. L'anesthésie nous empêche de sentir nos émotions, ça nous protège, mais ça nous enlève aussi nos capacités d'empathie. Donc, lorsque chez vous les salariés que vous entourez, il y a vraiment un grave manque d'empathie, plutôt que de penser « ouais, il n'est pas bien celui-là », eh bien là aussi, on peut penser en termes de qu'est-ce qui lui est arrivé pour que son empathie se soit fermée. Donc, conscience de soi, la conscience de soi va être un des éléments fondamentaux dans la santé mentale. On ne peut pas être heureux si on ne ressent pas les émotions de joie. On ne peut pas être heureux si on ne ressent pas les émotions de peur, de colère, de tristesse, toute la gamme des émotions. Être vivant, en fait, c'est ça, pouvoir être dans la santé complète, mentale. Et du coup, eh bien, lorsque je suis dissociée dans une partie de moi, alors on n'est jamais dissocié tout le temps, partout, surtout, mais la dissociation va apparaître ici ou là. Parfois, et donc nous empêcher d'être conscients de nos propres limites. Aussi, vous avez des gens qui bossent, qui ne respectent pas leurs limites. C'est probablement simplement parce qu'ils sont dissociés.
et d'autres qui vont être dans plus le fait de ne pas sentir ce qui se passe pour les autres et donc avoir ce défaut d'empathie. La dissociation, elle est aussi liée à cette soumission et quelquefois, les personnes se sentent, ont complètement perdu confiance en elles, ne réussissent pas à avancer, ne réussissent pas à faire le travail pour lequel ils se sont engagés. On leur confie un dossier et ils sont paumés, paniqués. Alors, quelquefois, ils font semblant, quelquefois, en tout cas, ils perdent les pédales. Là encore, la santé mentale, c'est nous pouvoir leur fournir le socle de sécurité. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser, ça n'est pas que la personne est nulle, ça n'est pas qu'elle est incompétente, ça veut dire probablement qu'elle a été rendue incompétente par la domination d'autrui sur elle. Peut-être dans l'entreprise, peut-être dans son histoire. Nous ne sommes pas psy, enfin moi aussi, mais pas vous, et donc du coup, vous n'avez pas la charge de faire du soin. Mais le regard que vous posez change tout. Et le regard que vous pouvez lui transmettre, c'est-à-dire ce qui va aider le plus. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est utile? Lorsqu'on voit cette dissociation, lorsqu'on voit des mémoires traumatiques apparaître, lorsqu'on voit cette suradaptation, donc ce manque de confiance, et quand on voit cette perte de compétences, parce que la perte de compétences, on voit, il suffit d'être exclu par deux petits bonshommes et ça nous fait perdre les compétences. Donc oui, la perte de compétences, on peut faire quelque chose. Du coup, de quoi est-ce qu'il y a besoin? On ne peut pas impacter, on n'a pas d'impact sur les traumas de l'enfance de la personne. On peut quand même regarder si dans l'entreprise, on ne réactiverait pas certains traumas, parce qu'il y a des entreprises plus traumatisantes que d'autres, il y a des systèmes qui sont plus traumatisants que d'autres, mais on va d'abord regarder, mais finalement, qu'est-ce qui va soutenir la personne et l'aider, et soutenir sa résilience, lui permettre de ne pas être enfermé dans les réactions traumatiques, dans les réactions de stress excessives. La sécurité. Et la sécurité, alors bien sûr, la sécurité financière, la sécurité de manière générale, toute la sécurité physique qu'on peut proposer à la personne, la sécurité sociale, de l'environnement social, mais pour beaucoup, la sécurité relationnelle. Et comment jouer sur cette sécurité? Eh bien, il y a trois grandes dimensions. Première dimension, c'est vérifier que cette personne échange suffisamment avec d'autres. Est-ce qu'elle reçoit suffisamment de signaux de reconnaissance, de signaux de sécurité de la part de son entourage? Et peut-être de ma part, nous pouvons donner des signaux de sécurité à la personne simplement en interagissant. Le simple fait qu'on s'intéresse à elle, qu'on la reçoive, qu'on communique, qu'on l'écoute complètement, eh bien déjà la restaure à l'intérieur parce que nous lui donnons un sentiment de sécurité. Mais donc, restaurer de la sécurité relationnelle par la connexion entre les personnes. C'est aussi travailler à faire en sorte que les équipes communiquent davantage sur un pied d'égalité, c'est-à-dire en étant le moins possible dans des dynamiques hiérarchiques dans lesquelles il y a des dominants et des dominés. Chaque fois qu'on est dominé, on perd un peu de compétences. Chaque fois qu'on est dominant, on en gagne, mais au détriment des autres, et donc le total va finalement perdre. Sécurité relationnelle. La deuxième chose, c'est la liberté. Les humains ont besoin de connexion et d'interaction, mais le deuxième besoin, tout de suite après et peut-être en même temps, c'est la liberté. Nous avons besoin de nous réaliser, nous avons besoin de pouvoir avancer, nous avons besoin de pouvoir créer. Une petite expérience de psychologie sociale. Dans la rue, on demande alors c'est une expérience ancienne, c'était en francs, mais je vous le fais en euros, c'est pareil. S'il vous plaît, je voudrais 1 euro, donnez-moi 1 euro pour prendre le bus. Quand les gens demandent ça comme ça, eh bien, il y a environ 10% des gens qui donnent quelque chose et seulement 50 centimes en moyenne. Quand on change la phrase et qu'on dit « Vous êtes libre de me donner 1 euro pour que je puisse prendre le bus », alors les taux montent, 47% des gens donnent, et ils donnent en moyenne 1 euro. C'est quand même hallucinant
que le simple ajout de « vous êtes libre de » fournit autant d'impact. Donc, pensons, quelle est la liberté de la personne? Quel choix est-ce qu'elle a? Quel pouvoir d'agir elle a autour d'elle? Et si elle n'en a pas suffisamment, j'augmente son pouvoir d'agir. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'avoir des compétences. Lorsqu'on n'a pas des compétences, eh bien, c'est vraiment difficile. Et le meilleur effet, le meilleur impact sur le trauma, la première chose, c'est les compétences psychosociales. Enseigner les compétences psychosociales dans l'entreprise permet de changer énormément de choses. On ne va pas dans l'entreprise s'adresser au trauma de l'un, de l'autre, etc. On ne fait pas de la thérapie. En revanche, on peut monter le niveau général de compétences psychosociales de toute l'entreprise. Parce que si on fait ça, on monte tout le monde en compétences et donc les gens vont se donner les uns aux autres beaucoup plus facilement de la sécurité. Et on n'a pas toujours, on peut aller chez le psy pour soigner ses traumas. Et quand vous avez quelqu'un qui est en grande détresse dans votre bureau, bien sûr que vous l'envoyez chez un psychothérapeute spécialisé sur le trauma pour pouvoir se soigner. Mais il suffit souvent d'augmenter les compétences psychosociales et de faire un petit peu de psychoéducation. Donc, pour la psychoéducation, par exemple, je travaille aussi, je fais tout un petit programme avec Edenred pour donner des clés aux futurs parents ou aux parents pour comprendre mieux. La psychoéducation, c'est expliquer aux gens les mécanismes dans lesquels nous sommes et qui nous enferment ou bien peuvent nous permettre de nous épanouir. Donc, fournir de la psychoéducation à notre public et monter les compétences psychosociales. C'est pour ça qu'on a créé donc l'Institut Filiosa dont il vous parlait tout à l'heure. Donc ça permet d'améliorer globalement la santé mentale dans l'entreprise. Et je vois qu'il ne reste plus qu'1 h 42 pour les questions. Donc... Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser? Très intéressant, vraiment très intéressant. Comment ça résonne à vos oreilles? Qui veut prendre la main? Qui veut poser une question? Oui. Alors, on va vous apporter les micros, quoique. Regardez, il y en a un ici. My dear Eld, this one please. Vous êtes là. Merci de vous présenter. Et on écoute votre question. Bonjour, je suis Coralie Rousseau. Je me pose la question, effectivement, dans la sécurité relationnelle que vous présentez. Comment gérer un individu, parfois, qui est là et qui a tendance spontanément à prendre l'ascendant, on pourrait parler de narcissique, et qui peut semer le trouble dans une équipe tout seul, à lui tout seul. Donc, quelqu'un qui prend l'ascendant sur les autres, quelle que soit sa posture, c'est quelqu'un qui est en insécurité. Donc, il a l'air d'être dominant. En réalité, à l'intérieur, il y a de l'insécurité. Donc, c'est complexe parce que s'il prend cette attitude de dominance, il ne va pas toujours supporter qu'on s'adresse à la zone insécure à l'intérieur de lui parce que c'est justement ce qu'il tente de contrôler, de ne pas sentir. Donc, on va travailler sur les déterminants externes de la sécurité. Et donc, on va lui fournir plus d'autonomie, plus de choix. En fait, on fait le contraire de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, on va lui donner plus de pouvoir d'agir, mais pas sur autrui, du pouvoir d'agir sur des situations. C'est là qu'on va peut-être pouvoir jouer. Et en même temps, on va fournir de la connexion à un autre niveau, en étant soi-même le plus sécure possible. Mais on va surtout travailler sur la durée. Et puis là, la psychoéducation joue aussi, parce qu'en expliquant à la personne, pas individuellement, mais en groupe, quand on explique, quand on démonte les processus et qu'on parle de la dominance et de comment on prend la dominance sur autrui pour essayer de ne pas sentir ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, parfois, les gens font un petit tilt et s'ouvrent et se disent « Ah oui, tiens, ça me concerne ».
Donc l'avantage de la psychoéducation, c'est que ce ne sont pas des interventions directes comme ça qui font que la personne se sent visée, mais elles permettent à tout un groupe de comprendre mieux. Puis quand vous avez le groupe, il y avait le dominant qui se sont peut-être un peu visés, mais il y avait les autres aussi qui le voient, et il sait que les autres le voient, et donc du coup ça déclenche un processus. Attention, on ne le fait pas de manière persécutrice. Le piège, il serait là, parce que sinon, il va éclater et ça va mal se passer. On le fait vraiment dans cette dynamique profondément d'acceptation, en mesurant. Et dans notre façon de faire la psychoéducation, on va vraiment montrer qu'on ne juge pas ce comportement et qu'on est vraiment conscient qu'il y a des dynamiques qui s'installent. Ces dynamiques-là, elles sont apprises dans l'enfance, elles sont renforcées par notre société, elles sont renforcées par les préjugés généraux et elles sont majorées aussi par les violences systémiques, parce que c'est important aussi de ne pas méconnaître toutes ces violences systémiques. Et quelqu'un qui se montre contrôlant, c'est important de mesurer pour nous que c'est la seule façon, c'est la seule chose qu'il a trouvée, c'est sa solution pour réussir à garder à l'intérieur les émotions à peu près sous contrôle. C'est intéressant de voir qu'en s'adressant au collectif, on s'adresse indirectement à la personne concernée. Très malin en fait, hein, comme approche. Qui a envie de poser encore une question à Isabelle? Qui veut réagir? Qui veut peut-être partager? Oui, je vois des mains qui se lavent là-bas. Son expérience. Je crois qu'il y a eu vous, monsieur, et puis quelqu'un d'autre aussi. C'est vous, madame, juste après. Bonjour, je m'appelle Justin Alibar, je suis étudiant à l'ISFAC en Master RH. Et ma question, c'était, selon vous, quels sont les leviers clés pour nous RH pour réussir à articuler la sécurité relationnelle et l'exigence de performance, notamment dans des milieux industriels? À partir du moment où quelqu'un se sent en sécurité émotionnelle, il est performant. Quelqu'un en insécurité perd en performance. Donc c'est directement relié. C'est à partir du moment, quand vous aidez quelqu'un à se sentir davantage en sécurité, vous libérez tellement d'énergie. Une énergie qui serait sinon soit utilisée à contrôler autrui ou à se contrôler soi, une énergie perdue parce que la personne perd en compétence. Dire, des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui sont soumis et qui perdent en compétence, ils ne peuvent pas être productifs. Donc la sécurité relationnelle, elle va complètement avec la productivité. Évidemment, c'est quelque chose que nous avons besoin d'expliquer parce que c'est nouveau comme conception. Jusqu'à présent, on était quand même dans une conception, alors j'exagère un peu, mais c'était quand même, il y a le chef qui décide et les autres qui font. Et c'est ça qui va faire le productivisme, c'est on fait en sorte que les gens se soumettent et produisent. Mais bon, on voit bien les limites de ce modèle aujourd'hui et on sait aussi les risques pour la santé mentale, les risques pour le burn-out. On a une dernière question avec... Petite précision sur le burn-out, puisque c'est quand même une des choses auxquelles on est les plus confrontés en tant que RH. Le burn-out, c'est quand on est dans la phase d'épuisement du stress. Du coup, il n'y a plus du tout de cortisol, il n'y a plus d'énergie. C'est différent de la dépression. Dans la dépression, il y a trop de cortisol. Donc, cortisol, c'est une des hormones du stress. Tandis que dans le burn-out, c'est fini. Il n'y a plus d'énergie du tout. Et donc là, on a brûlé toutes les cartouches. Et donc, d'où l'importance d'intervenir sur la régulation du stress avant. On peut vous applaudir. Merci beaucoup Isabelle. Merci infiniment.